Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour s'engage en faveur des droits. Haut commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation depuis 2022, avec son parcours au sein de la diplomatie monégasque, à la direction des services judiciaires et comme inspecteur général de l'administration, elle a su mettre son expérience et ses convictions au sein de l'humain. Bonjour Marina Cessac. Bonjour Geneviève. Ah là là, moi quand je dis au sein de l'humain, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces 10 ans du commissariat, à tout ce que ce commissariat, voilà, c'est un grand mot, hein, mais tout ce que ce commissariat a déjà fait pour rapprocher l'administration en général de monsieur et madame tout le monde, non ? C'est vrai, puisque moi je suis là depuis presque 3 ans. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la proximité. C'est ça. Pourtant, ça faisait longtemps que j'étais dans l'administration et que j'avais des contacts avec les administrés, le public. Ouais. Mais là, c'est vraiment un lieu de proximité avec les administrés. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir leur donner à eux aussi la possibilité de se rapprocher de l'administration de manière à avoir accès. Ils ont une porte à laquelle frapper. Voilà. Et un contact humain, comme tu disais. Ouais. Qui en fait leur fait un peu changer leur perspective, les fait se sentir écoutés. Ça, c'est la première chose que beaucoup nous disent. Enfin, on m'écoute. Parce que, nous, bien sûr, on peut prendre le temps et se pencher vraiment sur les cas individuels, alors que c'est vrai qu'une administration, dans le flux de son activité, ne peut pas le faire aussi précisément. Donc, les gens sont très, très touchés par le fait qu'on leur accorde cette proximité. Et parfois, rien que cette seule chose-là, même si par la suite, évidemment, il y a des personnes pour qui, hélas, on ne peut pas toujours leur donner satisfaction. C'est ça, on ne peut pas se saisir de tous les cas, c'est ça ? On ne peut pas se saisir de tous les cas, puis parfois on se saisit de cas qu'on n'arrive pas à résoudre d'une manière qui convient réellement à la personne, parce que parfois il y a des choses qui demeurent impossibles. Mais le seul fait qu'on ait écouté la personne, déjà elle se sent mieux, rien que ce seul fait lui apporte une satisfaction. Et puis ensuite, le fait qu'on lui explique, qu'on prenne le temps de lui expliquer, la personne souvent comprend mieux ce qui se passe, ce qui est en jeu, les raisons des réponses qu'on lui fait. Et donc, en fait, quel que soit le résultat, c'est toujours positif. Donc ça, moi, j'avais un petit peu la crainte. Je me disais, mais les gens doivent être déçus si d'un coup, ils sont venus là, ils espéraient que ça résoudrait leurs problèmes, et puis, en fait, non. Et en réalité, non, le simple contact humain, la possibilité de s'expliquer, la possibilité de voir que l'administration nous répond aussi, puisque nous instruisons leur affaire et donc nous recevons des réponses de l'administration. Ce simple fait-là, quelle que soit l'issue de la demande, positive ou non, en fait, apporte déjà quelque chose de très important aux gens et les gens sont contents. Tu dirais que ça met du liant ? C'est quoi vraiment ? Ou ça met du fond ? Qu'est-ce que ça apporte ? Mais les deux, il y a le liant du contact humain. Et puis, il y a le fond, l'explication, parce que parfois, certaines personnes ont des problèmes complexes. Donc, même nous, parfois, on ne voit pas tout de suite comment on peut les aider, quelles sont les pistes à suivre. C'est pas toujours si simple. C'est pas toujours très simple. Donc, il y a une recherche qui est faite. Les gens voient que nous faisons cette recherche. Donc, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas négligés. On leur donne une attention. Exactement, on leur donne une attention. Et du côté de l'administration aussi, parfois, c'est intéressant parce que certaines situations sont compliquées aussi pour l'administration. Et c'est le fait de dialoguer, de recevoir de manière parfois plus détaillée, mieux expliciter le point de vue des administrés et d'avoir aussi notre éclairage qui parfois est un petit peu différent, on peut apporter des choses auxquelles l'administration n'avait pas forcément pensé en première intention. Ça peut être intéressant pour eux aussi. Donc, c'est vraiment très positif pour tout le monde, en fait. Ça fait réfléchir, en fait. Oui. Ça fait réfléchir, ça fait... Le simple fait qu'il y ait une équipe... Vous êtes combien au commissariat ? On est 4 actuellement. Le simple fait qu'il y ait une équipe
qui s'empare d'un dossier et qui le décortique un peu, ça fait réfléchir ceux qui sont de l'autre côté. Bien sûr, bien sûr. Et ça peut les aider parfois à identifier des dysfonctionnements ou des problèmes qui n'avaient pas été jusque-là mis en évidence. Voilà. Ouais. Donc, ça peut aider à perfectionner certains dispositifs. Ça... Tu disais, j'ai été longtemps dans l'administration. Est-ce que tu comprends, peut-être comme point de départ, est-ce que tu comprends que pour l'administration, dans sa globalité et peut-être même dans chaque service, ce soit un peu compliqué parfois, ou que ça puisse arriver qu'on ne s'aperçoive pas, qu'on n'identifie pas les dossiers qui doivent être observés différemment. Ah, bien sûr. Et puis, notamment, nous, lorsque nous recevons la personne, nous la voyons dans sa globalité. Ouais. Donc, la personne va nous donner son contexte, parfois tout ce qu'il y a derrière, un peu plus personnel, un peu plus familial, parfois des gens qui peuvent avoir aussi des soucis de santé. Puis, ils nous parlent de leur parcours, on voit d'où ils viennent, comment ils y sont arrivés. Donc, c'est vrai qu'on a une vue plus juste de la personne que quelqu'un qui voit un dossier, un courrier, 2 mails, voilà. C'est sûr. Et qui traite une question technique du point de vue d'une problématique très, très précise, comme un logement, la délivrance d'un document, une autorisation d'exercer une activité. Voilà, ça c'est très précis, on applique des textes, on applique des procédures, et puis il y a un résultat qui sort, mais qui ne s'inscrit pas, qu'on ne situe pas d'emblée dans le parcours de la personne, dans sa situation complète. Nous, on a le temps de faire ce travail-là. C'est une vision de l'administration, parce qu'en fait, alors, il faut le dire à ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, le commissariat est indépendant. Oui. Il ne relève pas d'une autorité ministérielle. C'est pas un département, c'est pas une direction. Voilà. Il est hors gouvernement, hors administration. Mais c'est une vision de l'approche de l'administration qui avait déjà piloté, ou en tout cas conduit, d'autres démarches, parce que moi j'ai en tête, et c'est vrai, je te l'ai dit avant qu'on commence, j'ai en tête les réflexions de Denis Ravera, oui. qui était à la frontière au moment où le département des affaires sociales et de la santé est créé. Bien sûr. Et c'était son approche un peu. Oui. C'était quand il était secrétaire général du gouvernement. Lui, c'était secrétaire général du ministère d'État à l'époque. C'était un peu son approche. C'était un des premiers mots que tu as dit, c'était le mot humain. Ouais. Et donc lui, de par sa personnalité et son ouverture d'esprit, et puis sa facilité aussi à communiquer avec les gens, à les mettre à l'aise. Ouais. Lui faisait déjà ce travail sans avoir une structure, on va dire, derrière lui. Oui, et puis il était à l'intérieur, il était pas à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait cette approche, je dirais aussi globale, de voir les problèmes dans leur entièreté. Ouais. Et pas seulement par le petit bout petit bout de procédure qu'on avait à voir, mais qui arrivait à remettre les choses dans leur contexte. Ouais, et puis à l'époque aussi, on avait aussi... On parle de 20 ans en arrière, Marianne. Voilà. Et on avait aussi peut-être une connaissance spontanément plus proche des gens, puisque... la communauté était plus réduite. Voilà, la communauté était plus resserrée. Ouais. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un venait voir certains, on savait tout de suite à peu près qui c'était, à peu près quel était son parcours, comment situer cette personne-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup dépersonnalisé, dilué. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment besoin, pour des personnes qui ont des difficultés particulières à un moment précis, d'avoir un point un point d'entrée où ils peuvent déjà parler librement, parce que très souvent les gens qui viennent nous voir nous disent mais c'est confidentiel, alors on leur dit oui, nous il y a un secret professionnel. Vous ne relatez pas. Voilà, nous les gens peuvent nous parler librement et on va pas aller forcément dire tout ce qu'ils nous disent ne va pas se retrouver dans un dossier administratif qui leur sera opposé des années plus tard. Voilà. Admettons, quelqu'un souhaite vous saisir le commissariat. Comment il fait? Il t'écrit? Alors, voilà, il faut qu'à un moment donné, il y ait un écrit. Alors, ça peut ne pas être tout de suite.
Ça peut être... donc, on peut nous écrire, on peut nous téléphoner. On peut prendre rendez-vous. On peut aussi remplir un formulaire en ligne qui déclenche un mail que nous recevons. Et en général, à moins que vraiment la personne soit à la mauvaise adresse, parce que parfois on nous confond avec un commissariat de police. Ça nous arrive de temps en temps, mais dans la très grande majeure partie des cas, nous recevons les personnes déjà pour leur donner une écoute, parce que c'est toujours bénéfique. Pour faire un premier diagnostic. Voilà, faire un premier diagnostic et bien établir si nous sommes compétents ou pas, parce que parfois dans certains cas c'est pas évident. Et il y a des cas où il faut déjà que les gens s'expliquent un bon moment pour que nous arrivions à déterminer si c'est plus un cas d'un dysfonctionnement administratif, ou s'il peut y avoir une discrimination, ou si les choses ne sont pas toujours très tranchées, très nettes. Parce que vos thématiques principales, c'est de la discrimination, il peut y avoir du harcèlement ? Alors, on n'est pas compétent spécifiquement en matière de harcèlement, mais dans certains cas de discrimination, le harcèlement existe par ailleurs. Il y est, Voilà, il y est. De la discrimination, de l'injustice, ou en tout cas du traitement non justifié. Alors, non justifié par l'administration, une mauvaise application d'un règlement, ou une non-réponse, parce que parfois les gens viennent nous voir et nous disent « mais on ne nous répond pas, on ne nous dit pas », une incompréhension, voilà. Et alors, ce qu'on va dire aussi, on ne peut pas agir dans le cadre d'affaires judiciaires qui sont en cours. S'il y a une affaire devant un tribunal, on ne peut pas intervenir dans le fond de cette affaire. Admettons, la personne qui veut vous joindre, qui veut te joindre, a déposé un recours auprès du tribunal administratif. Et donc là, le commissariat ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir sur le fond de son affaire. En revanche, s'il nous dit j'avais besoin de l'assistance judiciaire et je n'ai pas réussi à l'obtenir parce qu'on ne m'a pas renseigné, parce qu'on me l'a refusé alors que je pensais que j'aurais droit. Voilà, tout ce qui est d'ordre administratif et qui concerne l'accès à la justice, ça oui. Là, nous sommes compétents. Voilà. C'est pour ça que parfois, il y a des cas un petit peu limites. Par exemple, quelqu'un qui n'accéderait pas à un avocat, nous, on n'a pas le droit de se pencher sur le fond de son affaire. En revanche, le fait qu'on n'arrive pas à lui désigner un avocat et le mettre en situation d'en avoir un, là, on peut le soulever. Donc, c'est quand même un soutien à un moment donné dans un parcours. Dans une affaire, dans une situation. Et puis, alors, il y a quelque chose aussi qui est très particulier, c'est que nous sommes compétents pour recevoir les demandes des détenus qui peuvent nous contacter directement par téléphone. Donc, ils peuvent nous appeler directement de la maison d'arrêt. D'accord. Et nous expliquer toute difficulté, soit administrative du fonctionnement administratif, soit une violation de leurs droits, qu'ils estimeraient. Et là, on donne une grande attention à ces demandes parce qu'une personne qui est privée de liberté, par définition, c'est une personne qui est vulnérable au plan de ses droits. Voilà. Opprimée. Voilà. D'ailleurs, alors, le nom du haut commissaire aux droits, aux libertés, etc., le nom international, celui qui est utilisé dans les instances, c'est ombudsman. Voilà. Pourquoi c'est ça ? Celui qui parle à la place des autres. Ça vient de pays nordiques, je ne sais plus si c'est la Suède, voilà. Alors, il y a de grands débats pour savoir si on est ombudsman. Et alors, les Québécois ont résolu le problème très simplement. Ils disent l'ombud, comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. L'ombud, c'est comme le porte-parole. Voilà. Alors, il y a des pays où ça s'appelle l'avocat du peuple. En France, ça s'appelle le défenseur des droits. Voilà, il y a toutes sortes de... À Monaco, c'est le haut commissariat. À Monaco, c'est le haut commissariat. Selon les pays, les compétences peuvent varier parce que selon les traditions, certains ont des compétences à l'inverse de nous dans le domaine judiciaire. Au Canada, au Québec, ils ont des pouvoirs même en matière d'investigation. Ils sont chargés d'investiguer sur des cas de corruption. Donc, ils ont quasiment des pouvoirs de police. Donc, bien sûr, nous, dans notre cas, c'est pas du tout la même chose. Mais on a quand même tous un fond commun qui est cette défense des droits, et notamment des droits
des personnes vis-à-vis des autorités, de l'administration. Ça, c'est commun à peu près. Est-ce qu'il y a une à nous enceinte tous. des ombudsman? Alors, il y en a plusieurs. Il y a les ombudsman francophones, qui s'appellent la OMF. Il y a les ombudsman méditerranéens, dont nous faisons partie aussi, qui est l'AOM. Il y a un institut international des ombudsman, qui lui est mondial, et puis qui a une succursale européenne, à laquelle on a adhéré aussi. Et puis, grâce à nos modifications statutaires récentes, nous allons, j'espère, pouvoir devenir membre de l'ENRI et du GANRI, qui sont les institutions onusiennes, européennes et mondiales des défenseurs, des institutions de défense des droits humains. Mais là, on revient un peu, si jamais, on reviendrait un peu à tes premières amours. On ne se refait pas. On se refait pas, hein. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Denis Ravera. À l'époque, quand il te recrute, quand tu le rejoins, quand tu rejoins son équipe, il est directeur général des relations extérieures. Et donc, en fait, à l'époque, il est à la tête de ce qu'on appelle, les prémices de la diplomatie monégasque. D'une microstructure. Hein, donc, toi, tu démarres dans la diplomatie. Ah oui, moi, je démarre. Tu arrives de Sciences Po? J'arrive de Sciences Po. Et bon, moi, j'avais envoyé mon CV. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le vivier. Enfin, c'était beaucoup plus... Tout était beaucoup plus artisanal, on va dire. Voilà, on arrivait avec son CV sous le bras, on le donnait, et puis on disait, ben voilà, où auriez-vous besoin? Et alors, à l'époque, moi, je me rappelle, on m'avait dit, soit côté tourisme, soit relations extérieures, parce qu'on venait d'entrer à l'ONU, et on a besoin de renforcer un peu... Juste après 93. Voilà, moi je suis arrivée en août 93 et on venait d'adhérer, ça démarrait et donc j'ai démarré comme ça. Alors moi ça m'a intéressée, j'ai tout de suite dit oui, si à l'ONU c'est sympa, c'est intéressant. Et alors à l'époque il n'y avait pas internet, on recevait d'énormes cartons, plein de liasses de documents hein, en pile, des choses vraiment énormes hein, qu'on épluchait. On était un peu interloqués parce que c'était vraiment énorme. Il y avait plein de sujets qui, pour nous, n'existaient pas. Hein. L'armement, et puis déjà, on devait comprendre à quelles instances on pouvait participer ou pas, parce que c'est une machine complexe, hein, l'ONU. Donc, il y avait tout un tri à faire, des instances, des sujets, voilà. Et on a démarré comme ça. Et puis, l'équipe, après, s'est renforcée assez vite finalement, mais au début on était vraiment un peu nombreux. Et tu découvres l'univers multilatéral, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que tu dis s'il y a l'ONU c'est intéressant. Est-ce que tout de suite tu as eu cette impression que Monaco avait franchi un palier au niveau international? Oui. On s'en rendait compte presque physiquement en recevant ce qu'on recevait et en se trouvant tout d'un coup destinataire de... Interpellé comme les autres. Voilà, tout comme les autres. Et là, on se trouvait vraiment petit, parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on va y arriver? Et puis finalement, on s'en est bien sorti. Juste pour que tout le monde comprenne bien, quand tu dis on recevait des liasses et des liasses de documents, ces documents, c'était les mêmes que les États-Unis recevaient, c'était pareil. l'Espagne recevait, que la France... C'était les travaux de l'Assemblée générale, de toutes les commissions, des conventions, hein, tous les comités qui dépendaient des conventions, le droit de la mer, on recevait tout ça. C'est vous, à l'époque, ce qu'on appelait la DGRE, c'est vous qui choisissez les premières conventions que Monaco va signer? Alors, on avait déjà signé des conventions avant même d'adhérer à l'ONU, enfin de devenir État membre. Il y avait déjà des conventions que Monaco, notamment, il me semble, juste après-guerre, on avait signé des conventions de l'UNESCO, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, ça a demandé tout un tri. Et effectivement, de commencer à ratifier, à adhérer à celles qui étaient les plus sur les changements climatiques notamment, est-ce que... Oui. Alors ça, on l'a suivi tout de suite. C'était, il me semble, la deuxième commission qui, à l'époque, s'occupait des questions environnementales. Et ça, on a tout de suite identifié, puisque à l'époque... tout le travail de Monaco en termes d'environnement avait déjà démarré, notamment en ce qui concernait la Méditerranée, hein, puisque le prince régnier avait créé la CUSM et tout, on était déjà bien... Et on a tout de suite identifié... Puis bon, le musée, on avait beaucoup de choses. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on a
tout de suite identifiées et des commissions qu'on a tout de suite suivies et que la mission à New York a immédiatement suivi. Est-ce que ça a été simple de construire une diplomatie monégasque, c'est-à-dire parce que là on parle des thèmes, mais après il faut des ressources, il faut des moyens, il faut des postes diplomatiques, il faut des bureaux, il faut des gens, il faut des diplomates. Donc est-ce que ça a été simple à l'échelle de Monaco ? En fait, c'était pas facile parce que notre ressource est forcément limitée. Mais en revanche, l'avantage, c'était qu'on pouvait rapidement faire l'état des besoins et puis rapidement voir si des gens correspondaient ou étaient intéressés. Donc ça se faisait un petit peu au fil de l'eau. Parfois, il y avait des endroits où on trouvait des ressortissants monégasques qui étaient déjà qui pouvaient être sur place ou qui terminaient leurs études à un endroit et qui pouvaient avoir envie d'y rester. Ça a été le cas à New York. Voilà, à New York, ça a pu se faire comme ça. L'adhésion à l'ONU, l'admission à l'ONU, puisqu'on ne dit pas l'adhésion, mais l'arrivée à l'ONU en tout cas, ça a été la première des choses, ça a été la représentation permanente, qui pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bureau avec un ambassadeur et une équipe autour de lui, donc il lui faut des diplomates. Il y avait Jacques Boisson, alors, qui lui avait déjà une expérience, puisqu'il avait longtemps représenté Monaco à l'UNESCO, participé à la représentation de Monaco à l'UNESCO depuis l'ambassade à Paris, qui était aussi notre représentation auprès de l'UNESCO. À l'époque, c'était ensemble. Voilà. Et puis ça a été séparé. Donc il avait cette expérience du multilatéralisme, donc heureusement, parce que ça sur place, c'était très, très précieux. Et puis il y avait Isabelle Picot, qui elle connaissait bien, elle avait fait sa thèse, je crois, sur le multilatéral, sur la mer, sur le droit de la mer. Et donc, elle connaissait très bien tout ça. Donc, elle aussi était très sensibilisée à ces questions-là. Et puis après, il y a eu un peu de recrutement sur place. Et avec ça, on a pu démarrer. Mais bon, les premières assemblées générales, c'était sportif. Mais en même temps, c'était vraiment incroyable. C'était une aventure, parce qu'on on découvrait. Se retrouver à New York. On découvrait. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui nous écoutent aussi, il faut le dire, l'ouverture du débat général, c'est cette fameuse séquence aux Nations Unies, dans cette salle que tout le monde connaît maintenant, avec ce pupitre vert énorme avec l'emblème de l'ONU dessus, qui voit passer pratiquement tous les chefs d'État du monde. C'est le grand moment. Il y a eu Fidel Castro, il y a eu Gorbatchev, il y a eu à ce pupitre-là. Ah oui, c'est l'histoire qui a défilé là. Donc c'est vrai que ça avait ce côté impressionnant. Alors nous, on était impressionnés et un peu surpris. Mais alors les autres étaient aussi surpris de nous voir. Parce qu'il y avait des gens, ils passaient devant le pupitre, ils repassaient, ils regardaient Monaco. Et il y en avait, ils venaient carrément nous dire... Ah bon, mais vous êtes un vrai pays, vous êtes indépendant. Donc on expliquait, finalement on a pu faire... c'est le début de l'affirmation de notre souveraineté. Voilà, des relations publiques, nous faire connaître aussi comme ça. Sûr. Alors les gens étaient surpris, et puis après, ma foi... comme on a toujours veillé, ça c'est aussi la mission a tout de suite veillé à ça, à ce qu'on suive vraiment les sujets pour lesquels on pouvait être pertinent, qui étaient pertinents pour nous et où nous aussi on pouvait apporter quelque chose. Donc ça a permis, en suivant certaines choses de manière très sérieuse et en ayant quand même un apport sur le fond, d'être pris au sérieux. Et on voit maintenant, par exemple, dans un domaine comme l'environnement, la façon dont Monaco est une voie qui est identifiée, bien identifiée, respectée. Après, c'est vrai que alors on s'apprête à célébrer les 20 ans de règne du prince Albert II aujourd'hui. Ça veut dire que ça fait maintenant 20 ans que, alors j'allais dire son combat, c'est pas son combat, mais en tout cas sa présence avec un grand P sur les questions environnementales, changement climatique, protection des océans, droit de la mer, etc. Est allé crescendo, en fait. Ah oui. Et puis nous, l'avantage qu'on a, et qui compense quand même, je pense, pas mal notre taille réduite, c'est qu'on peut avoir cette cohérence d'un engagement sur une très longue durée. Avec le prince Régnier qui commence à s'engager,
qui est précurseur déjà à son époque. Le prince Albert. L'accueil du laboratoire d'environnement marin de l'AIEA à Monaco, ça date des années 60, il me semble. Et c'est quand même extrêmement précurseur aussi. Et oui, c'est très. Et bon, sans parler du prince Albert Ier et du musée, de l'océanographie qui se développe ici, et avec cette continuité. D'ailleurs, l'OHI a son siège à Monaco, l'Organisation hydrographique internationale, dont la mission est de cartographier les mers du monde. Donc c'est vrai que la particularité de Monaco peut offrir à des causes comme celle-ci une cohérence et une durée qui, dans d'autres pays, peut être davantage soumis à des aléas, à des changements de cap politiques, ou même qui parfois négligent ces sujets, parce que c'est certain que c'est peut-être pas des sujets qui sont toujours très prioritaires, qui politiquement aident peut-être pas à gagner là tout de suite la prochaine élection. Donc c'est vrai que pour ces pays-là, c'est peut-être plus dur de maintenir cet engagement et cette cohérence. Et le fait que Monaco le fasse, je pense que en fait ça bénéficie à tout le monde. Joël Bouzou disait, quand il était assis à ta place, à Monaco, on a la crédibilité de la cause qu'on défend. Ah oui, bien sûr. C'est quand même c'est important. D'ailleurs, l'objectif millénaire numéro 14, celui sur le droit des océans, c'est nous, c'est Monaco qui le pousse. Et oui, bien sûr. Enfin, c'est le prince qui le pousse. Bien sûr, déjà, mais... c'est le prince. Et puis, il arrive aussi à personnifier cette cause. Ouais. Parce que là aussi, ailleurs, il y a des représentants politiques qui peut-être qui vont et qui viennent, et puis qui peut-être s'opposent entre eux, et puis lorsqu'il y a ils remplacent leurs prédécesseurs, ils reviennent sur certains engagements, ou ils remettent en cause certaines choses. Alors que là, c'est vrai qu'il y a vraiment une personne qui peut incarner cet engagement, et de manière pérenne et cohérente. Et tout en représentant un pays qui ne peut pas être soupçonné de se servir de cette cause pour commettre des ingérences. Parce que ça, moi, je l'ai constaté à l'ONU. Il y avait beaucoup d'initiatives qui, parfois, partaient d'une bonne intention, et qui, en raison des passés coloniaux, ou des passés de conflits, ou d'oppositions historiques venant de très loin, étaient tout de suite perçues par des volontés de s'ingérer, ou de nuire, alors que bon, venant de nous, c'est rarement... Le passé colonial est quand même réduit. Voilà, on est exempt. Alors ça peut paraître curieux, mais je pense que c'est quand même réel. On est exempt de certaines en tout cas de soupçons, de certaines arrière-pensées, et ça peut nous aider justement à porter certaines causes. Alors justement, à un moment donné dans ta carrière, tu opères pas une bifurcation, mais en tout cas un petit changement. C'est à la création du département des relations extérieures, quand ça devient un ministère. Enfin, pour ceux qui veulent assimiler ça à des appellations internationales, ça devient un ministère. Tu prends en charge, sous la conduite d'Henri Fissor, tu prends en charge une direction qui s'appelle les relations diplomatiques et consulaires. Et là, on n'est plus tout à fait dans le multilatéral. Non, là, c'est plus multilatéral. Est-ce que tu te rends compte, quand tu reprends le bilatéral, puisque les relations diplomatiques et consulaires, c'est essentiellement du bilatéral, la relation de Monaco avec un pays, donc tous les pays, mais un par un, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte que l'approche de ces pays avec Monaco, elle est exempte exempte de tout passif, en fait. Ah oui, ça, on s'en rend compte d'ailleurs, parce qu'on vit ce que je me rappelle, Henri Fissor avait appelé le tsunami diplomatique, parce qu'en fait, on ne savait pas trop comment on allait être reçu. Et en fait, dès que ça, c'est après à la renégociation des accords en 2002 avec la France. Traité avec la France, les pays qui apprennent que désormais Monaco peut entretenir des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur, avec tous les pays, en fait, se précipitent tous. Et nous sommes effectivement débordés. Alors ça, Henri Fissor l'avait anticipé. Ouais. Certains ne le croyaient pas, ils disaient mais non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils en auront à faire ?
Et effectivement, nous avons tout de suite beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça que ta direction, enfin la direction que tu diriges à ce moment-là, elle est tout de suite très implantée dans le département. Ah oui, là, parce que toi, immédiatement, tu as des dossiers sur la table, quoi. Voilà, on a des dossiers sur la table et puis on a des gens qui arrivent. On a des ambassadeurs qui viennent se faire qui viennent se faire accréditer. Donc c'est quoi, vous recevez quoi? Alors, moi, à l'époque, je rejoins l'équipe et je découvre qu'il y a des notes verbales. Alors, on reçoit une note verbale. Voilà, on reçoit une note verbale. On fait toute une procédure d'accréditation avec, alors, si je me rappelle bien, parce que ça commence à être loin, mais il y avait d'abord de premiers courriers un peu plus informels qui nous informent que l'ambassadeur a pris ses fonctions à Paris, et donc on peut commencer à communiquer avec lui, mais tant qu'il n'a pas remis officiellement ses lettres de créance au souverain. Ça, c'est la cérémonie qui a lieu au palais devant le prince. Voilà, qui a lieu au palais devant le prince. Il ne peut pas être intégré au protocole de la principauté. Par exemple, il va pas venir à la fête nationale ou des choses comme ça. Est-ce qu'il peut être reçu quand même? Non, pas vraiment. On peut avoir des contacts, mais voilà, qui vont être officieux. Et puis on peut rien en faire de ces contacts, en fait. Ah non, voilà, on peut pas encore communiquer vraiment. On peut pas. Voilà, ça reste des contacts de travail, on va dire. Et donc là, tu vois le monde entier défiler. Voilà, et donc là, on voit le monde arriver physiquement, avec des gens qui arrivent, alors selon les pays, des toutes petites délégations, mais d'autres pays beaucoup plus grandes, avec des problèmes de sécurité, parce que certains ambassadeurs accrédités peuvent avoir des problèmes donc, de protection. Enfin, c'est tout un monde qui s'ouvre et qui fait que aujourd'hui, la direction, bien sûr, des relations diplomatiques et consulaires n'a fait que croître voilà, et quelque chose qui a vraiment une activité tu dirais que c'est la porte assez ouverte autonome de Monaco sur le monde? Ah oui, c'est une forme c'est en tout cas le contact, le point de contact diplomatique avec le monde. Et là aussi, la figure du prince est centrale, puisque il reçoit les ambassadeurs, il a un dialogue avec eux qui est toujours très, très apprécié et très riche avec tous les pays. Est-ce que c'est cette direction aussi qui est en charge de l'accréditation des ambassadeurs monégasques à l'étranger? Oui, aussi. Alors, ça s'est développé. Ouais. Bon, à un rythme, ça n'a pas été aussi d'un coup, parce que là, pour le coup, on maîtrisait le... Ouais. C'était nous qui avions le timing en tête. C'était nous qui décidions quand ça se faisait. Mais c'est vrai que c'est aussi une logistique, et puis aussi le recrutement, de trouver des personnes qui sont prêtes à partir à l'étranger, qui ont... Un corps diplomatique, c'est ce qu'on disait, un corps diplomatique, ça s'anime. Est-ce que c'est facile pour un pays comme Monaco de faire tourner ses diplomates c'est moins facile que dans d'autres pays où il y a une ressource beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Mais important dans le sens multiple. En nombre. En multiplicité. Après, ce qui est aussi plus facile à Monaco, c'est qu'on les connaît, on a une connaissance plus fine des personnes, et donc on peut faire les choses un peu plus entre guillemets sur mesure. Et alors tu commences à entrer dans des détails, puisque si tu es en charge du développement de ce corps diplomatique et consulaire monégasque, il y a aussi une émanation administrative de tout ça. Il faut encadrer, il faut gérer, il faut donner un sens administratif pour les nominations, l'évolution, la prise en charge. Enfin, il y a la logistique, il y a se poser la question de où ces gens résident, la chancellerie, les bureaux, la résidence, enfin, etc. Est-ce que c'est ça qui un jour te conduit à te dire que l'inspection générale, c'est possible? Parce que tu as fait un passage par la direction des services judiciaires, dont on va passer après. Oui. Mais est-ce que c'est ça le lien avec l'inspection générale? Non, peut-être pas tout à fait. Non, le lien avec l'inspection générale, oui, c'était plus le fonctionnement administratif en lui-même. Ouais. Parce que d'avoir vu l'administration gouvernementale, avec bien sûr l'administration diplomatique qui est un petit peu particulière, mais on a quand même moins le contact avec les administrés, où c'est quand même un monde un peu plus hors sol, dirais. On dit souvent que le corps diplomatique, l'administration diplomatique relève beaucoup de la maison souveraine, c'est vrai?
Oui, c'est vrai, notamment pour tout ce qui a trait à l'aspect protocolaire, à l'aspect formel. Après, dans le fonctionnement quotidien... Elle relève d'un conseil de gouvernement. Voilà, il y a le conseil de gouvernement. Mais après aussi, pour les orientations et pour trancher certaines questions, les ambassadeurs relevant du prince, à titre c'est ça, les ambassadeurs représentent le prince. Hein. Ah oui, ils sont vraiment... ils représentent le prince, ils sont nommés directement par le prince. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce lien. Après, et c'est aussi ça qui est particulier au département des relations extérieures, c'est qu'on est à la fois, bien sûr, un département comme un autre, mais il y a une partie, effectivement, de l'activité qui est reliée directement au souverain. Mais bon, là aussi, ça s'est toujours fait de manière assez fluide, puisque les choses communiquent. Oui, bien sûr, ça reste... Mais d'ailleurs, j'évoquais ton passage à la direction des services judiciaires. En fait, quand tu vas à la DSJ, c'est pour t'occuper des dossiers internationaux. Voilà. À l'origine, c'est vrai que c'était aussi pour ça, puisque à la suite de l'adhésion au Conseil de l'Europe, Monaco devenait partie à beaucoup de conventions du Conseil de l'Europe. Nouveau, paf. Voilà, les services judiciaires étaient autorité centrale. Moi, ça me permettait aussi de voir un nouveau domaine et d'enrichir mon expérience. Et donc, c'est vrai qu'au service judiciaire, mes premiers dossiers, les premières affaires dont je me suis occupée, étaient ces affaires à caractère international. Et tu n'as jamais... Enfin, si, tu l'es devenu, mais tu n'as pas... Le secrétariat général de la DSJ, c'était pas un objectif ? Non, c'était au départ non. Moi, j'avais pas forcément idée. Et puis bon, moi, quand je suis arrivée à la DSJ, je savais que j'allais m'occuper des questions internationales, mais après, c'était un monde que je connaissais pas très bien, donc j'avais pas idée. Parce qu'à Sciences Po, le droit c'est important, mais c'est pas que. C'est pas que. Oui. C'est pas une fac de droit, Sciences Po. Non, c'est pas une fac de droit. On faisait du droit, mais on faisait aussi un peu de gestion, un peu de management. Oui, parce que à la DRDC, tu as quand même une équipe qui... Alors, tu as une équipe à Monaco. Vous êtes 7 ou 8, je crois. Oui, à l'époque, petite dizaine. Oui. Mais surtout, tu as une équipe à travers le monde. Là, on avait des postes à l'étranger, des diplomates, des questions de personnel à résoudre, des questions d'ambassade, de maison, d'ambassade, d'assurance sociale, médicale, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ça a été toute une histoire de régler la façon dont étaient pris en charge nos diplomates là-bas, parce que c'est vrai qu'au départ, on ne pense pas forcément à tout ça, mais ça existe. C'était déjà un peu un bureau des droits et des médiations. Oui, on faisait déjà un peu de la médiation. J'imagine que les diplomates, ils devaient déjà avoir des revendications ou au moins des demandes. Oui, des souhaits. Et oui, qu'il fallait adapter. Des souhaits, et puis même des questions concrètes à résoudre, tout simplement. Et mais ça s'est fait de manière assez souple. Et puis, en plus, à l'époque, c'est vrai que il y avait une manière d'administrer qui était très très pragmatique, et puis comme on découvrait, on était obligé de résoudre les problèmes de manière très... on a beaucoup appris en marchant. Voilà, on apprenait en marchant au fur et à mesure, et puis après les choses se sont construites, et il y a des procédures qui ont été mises en place, mais c'est vrai qu'au départ, tu découvres, et puis comme tu es déjà dans l'action, il faut que ça marche tout de suite, tu peux pas te dire, on va réfléchir pendant 6 mois, et puis voilà. Il y a eu dans ce parcours, et avant que tu quittes la DRDC, il y a eu un moment assez fort, c'est l'organisation des Jeux des petits États. Ah oui, ça c'était... Oui. C'est l'édition de 2007, 2007, si je me souviens bien, oui. Où tu es au comité d'organisation, et tu es vraiment en charge de l'accueil et la gestion de toutes les délégations. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, c'est la mise en œuvre concrète de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent quand on a construit cette direction ? Ah oui, ce type d'événement, comme les Jeux des petits États, mais aussi lorsqu'on a
accueilli la session du PNUE à Monaco, du Programme des Nations Unies de l'Environnement, qui était, je crois, en 2008, l'année d'après. Ce genre d'événement, voilà, te permet d'utiliser tout ce que tu as appris en matière de diplomatie et puis tout simplement de gestion et d'organisation parce qu'on oublie de travail d'équipe. La diplomatie, c'est aussi beaucoup de la logistique. Hein. Il y a du protocole et de la logistique. Il y a du protocole, il y a de la logistique, il y a de la sécurité, notamment quand on a accueilli les Nations Unies, c'était une période où il y avait des attentats, il y avait eu l'attentat, je crois, au théâtre de Moscou à l'époque. Ouais. Donc tout le monde avait très peur de choses comme ça. Et ça nous a obligés à aussi mettre en œuvre ce type de problématique. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de faire cohabiter différentes problématiques et puis après de donner les priorités à certains moments, de savoir ce qui doit avoir la priorité. Oui, ce qui doit avoir la priorité. Est-ce que faire une équipe à Monaco pour organiser les Jeux des petits États ou la session du PNUE, est-ce que faire une équipe, c'est simple ? Est-ce que c'est facile d'identifier les ressources ? Écoute, alors pour les Jeux des petits États, c'était aussi beaucoup le comité olympique monégasque qui avait cette expérience, qui avait beaucoup de bénévoles. Voilà. Ouais. Nous, on pouvait apporter après un soutien plus particulier. Il y a cette tradition. On l'a vu pour le Tour de France, voilà, cette année. On le voit pour l'Automobile Club, pour le rallye, le Grand Prix, où il y a tout un corps, en fait, des corps de bénévoles, mais qui sont des gens qui ont des expériences, en réalité, de niveau professionnel, et qui sont capables, à un moment donné, de se mobiliser et et d'ailleurs, toutes ces choses-là communiquent, parce que, par exemple, pour beaucoup d'événements, je pensais aussi à la 101e session du Comité international olympique, qui avait eu lieu à Monaco, je crois, en 93. En 93, il me semble. On utilisait le réseau, parce qu'à l'époque, la téléphonie était moins développée, on utilisait beaucoup le réseau de communication de l'ACM, c'est ça. Qui avait servi pendant toute la session. Donc, comme des talkie-walkie, en fait. Voilà, à l'époque, c'était des talkie-walkie, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, à Monaco... Et les savoir-faire se transmettent. Voilà, une structure peut être utilisée dans un événement qui n'est pas le sien, mais qui va contribuer quand même. Ça, c'est important aussi, je pense, de le garder, parce que c'est aussi ce qui fait la cohésion de la communauté. C'est que tu vas croiser des personnes dans des contextes différents. On appelle ça le multicasquette. Multicasquette, et qui fait qu'il y a ce lien. Et ces gens-là, tu sais que, quelles que soient les circonstances... ils ont un savoir-faire. Ils ont un savoir-faire, et tu les vois dans le coin, tu te dis, ah, c'est bon, ça, on va pouvoir... on va y arriver. On va y arriver. Non, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais est-ce que aujourd'hui, le fait que tu sois au commissariat, c'est pas un peu ça aussi ? Est-ce qu'on s'est pas dit, bon, Marina, là, sur ce truc-là, elle sait faire ? Oui, c'est peut-être... Alors, nous, au plan de l'organisation, par exemple, pour les 10 ans, on avait organisé une célébration qui était en termes qui n'était pas très complexe, qui était bien sur le fond et important, mais qui n'était pas... Moi, je te parle du rôle quotidien. Voilà, mais au quotidien, donc c'est pas tant un rôle d'organisation que donc c'est vrai que c'est pas une question de logistique, mais c'est quand même une question de coordination. Et de réflexe. De savoir comment orienter, de connaître le fonctionnement, de savoir quelle porte frapper, quel téléphone faire sonner, le langage à utiliser, parce qu'on n'en parle pas souvent. Toi, tu disais, on met du liant, mais il y a aussi une façon de s'adresser à l'administration. C'est clair. Et puis, on ne s'adresse pas pareil à l'administration judiciaire qu'à l'administration... centrale, chaque administration aussi un petit peu c'est. Alors ton interlocuteur à toi quand tu écris, c'est le ministre. Alors moi c'est le ministre d'État, mais bien sûr les affaires sont instruites dans les départements et dans les services. Donc quand on écrit, on a un petit peu idée de qui va nous lire. En tout cas, quel service va nous lire. Et donc, c'est au niveau du secrétariat général qu'ils répartissent les dossiers, c'est ça ? Voilà. Alors, on a un interlocuteur au secrétariat général et qui nous a été désigné. Qui va vous dire, on a transmis à machin. Voilà, et qui suit le traitement de nos dossiers. Et ça, c'est très bien, avec qui on a un très bon contact.
Et ça facilite beaucoup le traitement des dossiers, le suivi. Ça permet aussi parfois de donner des explications un peu plus informelles pour situer les choses, d'expliciter mieux les degrés d'urgence, parce que tout n'est pas du même. On a des demandes aussi de nature très différentes, mais qui toutes sont intéressantes. Voilà. Toutes ne sont pas urgentes, toutes ne concernent pas, heureusement, des questions de vie ou de mort. De vie ou de mort, mais c'est toujours intéressant, il y a toujours une réflexion à avoir derrière. Et c'est vrai aussi que en discutant avec nos homologues et en connaissant les difficultés auxquelles ils sont confrontés, on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'être ici, parce que... Alors, ça, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as la sensation que le Haut-Commissariat a les moyens de travailler ? Oui, je pense qu'on est bon, bien sûr. Bon, là, on a demandé un peu supplémentaire, on espère qu'on l'aura. On aime toujours avoir un peu plus, mais on est tout à fait mis en condition de travailler. Et puis surtout, on a un dialogue. L'administration nous répond. Alors qu'il y a des pays où les défenseurs des droits sont considérés, on va dire, comme des trublions. Voilà, et même dans certains États comme des ennemis d'un régime. Des emmerdeurs, disons-le tout. Oui, mais même pire que ça, il y a des pays où c'est vraiment politique, où le fait de défendre les droits pose un problème. Voilà. Oui, parce que l'administration aime bien commander, elle aime bien régir. Ouais. C'est-à-dire prendre des décisions. Et pourquoi ? Parce que... Et puis il y a des pays où, hélas, et même des pays qu'on pensait avoir dépassé ce stade-là depuis longtemps, où le principe de respect des droits fondamentaux ne va plus de soi. Où certains commencent à avoir des discours où ils te disent finalement, oui, les droits fondamentaux, mais bon, avec tous les problèmes qu'on a, l'économie, le reste passe avant. Et effectivement, se préoccuper de savoir si c'est respectueux des droits, c'est nous compliquer la tâche inutilement. Voilà. Et ça c'est très très dangereux. Oui, c'est dangereux, mais c'est insidieux aussi. C'est pas toujours... ce sont parfois des signaux faibles. Oui, ça dépend des pays. Il y a des pays où ce sont des signaux faibles. Il y a des pays où ça commence à être des signaux inquiétants. Oui. Par exemple, il y a des défenseurs des droits qui traditionnellement étaient associés à certaines prises de décision et puis qui ne le sont plus, qui sont tenus à l'écart. Il y a un retour en arrière. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a des pays où carrément les défenseurs des droits peuvent être menacés dans l'institution. Il y a des pays qui suppriment. Il y a certains pays où l'institution a été carrément supprimée. Et puis il y a des pays où le défenseur des droits, il est personnellement menacé ou intimidé. Voilà, donc j'avoue qu'ici, nous exerçons Tu n'es pas menacé. Pas du tout. Nous exerçons dans un grand confort et une grande confiance. C'est ça la teneur. Alors là, au courant du mois de décembre, le ministre d'État, Didier Guillaume, est venu te voir. Il est venu visiter le commissariat. Je crois que c'est à l'occasion des 10 ans déjà, de toute façon. Est-ce que c'est ça la teneur de votre discussion ? Aussi. Et puis des choses très, très concrètes, puisque... Il vient, il a une liste avec lui de dossiers qu'il veut évoquer ou pas ? Oui, on n'a pas vraiment une liste, mais de thématiques. On a évoqué des thématiques et des types de problématiques, alors dont certaines sont générales, comme la lutte contre les discriminations, des choses... et puis des choses parfois très concrètes, comme des procédures qu'on peut simplifier facilement. On peut dire à un moment donné, non mais là c'est ridicule. Il est extrêmement favorable à la transversalité. Est-ce que c'est un thème sur lequel vous avez... Pas spécifiquement, mais bon, nous de toute façon on est souvent assez transversal parce que on peut avoir des questions qui intéressent parfois plusieurs départements. Voilà, plusieurs départements ou plusieurs services et comme je te disais, on resitue toujours les gens dans l'entièreté de leur situation, ce qui parfois est pas possible dans un service administratif.
Donc, c'est sûr. Voilà. Parce que le service administratif a tendance à se voir seul. Hein. Ah oui, oui. Et puis il y a des procédures. La procédure en elle-même, elle est autonome. Je veux dire, elle est contingentée. Voilà, tu la suis, tu as des... Et puis elle est aussi dépersonnalisée. C'est normal aussi comment dire, qu'on te demande pas de raconter toute ta vie quand tu demandes à échanger ton permis de conduire, tu vois. Bon, c'est aussi une protection. Le fait que les procédures sont standardisées, il n'y en a pas une pour les uns, une autre pour les autres, et c'est pas lié à la personne. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a une difficulté, ça peut être intéressant de voir le contexte plus large. De façon plus large, oui. Est-ce que, alors là, le commissariat a 10 ans, on lui souhaite longue vie. Est-ce que tu as une feuille de route ? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent primordiales là maintenant ? Nous, notre feuille de route, alors au plan institutionnel, notre statut a été modifié et un peu élargi en octobre. Donc nous avons une nouvelle mission générale de promotion des droits que nous n'avions pas jusque-là. Donc en tout cas pas aussi explicitement. Bon, vous l'avez naturellement on le fait, ouais. Mais là maintenant on a une mission plus explicite, donc qui va peut-être nous conduire à avoir des actions un peu plus visibles dans certains domaines. On a été, désormais on a aussi la capacité de s'autosaisir. Donc on ne va pas s'autosaisir de cas individuels parce que là on estime que les personnes peuvent tout à fait nous saisir. Ici on n'a pas de problème avec ça, on est accessible, mais en revanche on peut se saisir de thématiques générales sans forcément avoir vu une saisine individuelle précise, mais d'identifier des thèmes plus généraux. Tu veux dire qu'on peut faire bouger des lignes ? Voilà, faire bouger des lignes et peut-être faire part de notre réflexion sur des thématiques un peu plus générales, hors de cas d'espèce bien définis, pour peut-être expliciter davantage certaines de faire choses. Des cas généraux. Voilà, d'essayer d'un peu généraliser. Donc on aura ça. Et puis au plan international, on voudrait. Alors oui, dans les thématiques justement, on a reçu aussi une compétence plus explicite concernant les enfants. Désormais, les mineurs peuvent s'adresser à nous. Alors bien sûr, sous réserve, nous informons le responsable légal, etc. Sous réserve des dispositions légales qui existent. Et donc ça aussi, ça va nous donner un champ d'action supplémentaire, et on a pris des contacts pour commencer à travailler là-dessus. Et de manière internationale, on va, comme je te le disais, sans doute devenir membre de l'ENRI et du GANRI. Voilà. Et ce qui sera bon pour Monaco de manière générale, puisque ça nous permettra... une reconnaissance de l'ombudsman monégasque aussi. Voilà, et d'être reconnu comme une institution nationale de défense des droits et qui répond vraiment aux critères onusiens. Voilà. Et donc d'intervenir dans certaines instances. C'est un peu le mécanisme multilatéral, c'est qu'il faut être assis à la table pour être reconnu, sinon on n'est pas... Et le fait d'avoir cette institution nationale de défense des droits humains, ça permet aussi à Monaco d'être reconnu vraiment au meilleur niveau au plan des droits humains de manière générale. Donc c'est bien. Et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Du courage pour faire tout ça. Non, mais parce qu'on n'a pas parlé de ta vie de famille, mais c'est vrai que tu as une fille. Oui, j'ai une fille. Qui a terminé ses études. Et qui fait du droit, quelle surprise. Quelle surprise, c'est ça. Et que donc, à un moment donné, elle va prendre son envol aussi. Là, elle arrive à la fin, elle est en master, donc... Et on va voir le bout des... On n'a pas parlé de ça, études. On n'a pas parlé de ce qui peut faire ta vie à côté du travail, parce qu'on a parlé beaucoup de travail. Bon, c'est vrai que quand on dit Marina au sein de l'administration, il y a toujours un peu les dossiers, il y a toujours un peu... c'est rare qu'on identifie Marina et qu'on se dise elle ne fait pas grand-chose, en fait. Donc ça c'est très, très rare. Mais il y a quand même quelque chose à l'extérieur du monde de travail qui t'attache. Ta famille, bien sûr. Ma famille, mais moi je fais de la peinture, j'adore faire de la peinture. Donc, voilà, ça c'est mon... C'est mon dada. Voilà, c'est mon violon dingue. Donc j'essaie de dégager du temps pour faire ça. Et puis lire, moi je lis beaucoup, donc
Il y a toujours des livres. Ah, d'accord. Pas loin. Alors, tu me parlais de courage. Donc, pourquoi du courage? Parce qu'il y a des thématiques dont on n'a pas parlé, bien sûr, mais qui sont les thématiques d'approche genre, oui, de discrimination, des communautés comme la LGBT+. Exactement, pour lesquelles on a fait une recommandation en matière de droits sociaux. Ouais. Puisque nous, on a eu une réflexion qui nous a amené à considérer que la question du mariage est en fait, bon, bien sûr, peut tout à fait intéresser certaines personnes, et en soi, on peut avoir beaucoup de débats là-dessus, mais en décortiquant les jurisprudences, notamment du Conseil de l'Europe, on s'est aperçu que les États, finalement, de ce point de vue-là, ont une assez grande liberté. Ouais. En revanche, ce qui est demandé, c'est de traiter les familles de manière équivalente. En termes de droits sociaux, d'accès, voilà. Là, il y a du chemin. Il y a encore du chemin. Alors, il y a déjà des choses qui se sont améliorées, un peu par petites touches, mais il y aurait besoin peut-être d'avoir une approche un peu plus cohérente et faire en sorte qu'il n'y ait pas des angles morts où d'un coup on voit ressurgir quelque chose qui ne serait pas équitable. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits. Je sais qu'il y a des réflexions en cours là-dessus. Et puis là encore, à Monaco, nous avons reçu beaucoup de personnes qui venaient justement au sujet de ces droits sociaux, mais aucune ne nous a fait part d'une insécurité qu'elle ressentirait à Monaco du fait de son appartenance à la communauté LGBT. Et toutes ces personnes-là sont très, très positives à l'égard de la principauté. Leur propos n'est pas polémique. C'est vraiment une question d'équité en termes de droits sociaux, mais il n'y a pas... ils ne se sentent pas en terrain hostile, ils trouvent que la société monégasque est ouverte, il n'y a pas d'animosité. Et ça aussi, c'est très important parce que c'est pas partout comme ça. Et là, vraiment, là encore, nous avons de la chance de ce point de vue-là d'être une société qui a ses spécificités, qui a ses traditions, mais qui est quand même très ouverte et très tolérante. Voilà. Très tolérante. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut en même temps être vigilant parce que on voit que ce sont des choses qui peuvent basculer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi du courage, parce qu'il y a des choses qui semblent aller de soi et qu'on peut être amené à défendre malgré tout à un moment donné, alors qu'on pensait que c'était acquis et que voilà, c'est... Eh ben oui. Donc ça sera ça, le mot sur lequel on va terminer. Rien n'est jamais acquis. Ah non. Ben merci Marina, merci beaucoup. Merci à toi.